Bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent. Bonjour Richard. Bonjour Claire. On Bonjour accueille Anna. aujourd'hui Richard Jacquemont euh, pour ce nouveau webinaire du CAREP qui est consacré à l'ouvrage qu'il a co-dirigé avec Frédéric Lagrange sur la culture pop en Égypte. Attendez, excusez-moi, je fais un petit réglage. Ah bah c'est bien, tu le montres à ma place. À ma place. Voilà. Alors Richard, pour les gens qui ne le connaîtraient pas encore, il est chercheur et traducteur, enseignant à l'université d'Aix-Marseille et directeur de l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Il est l'auteur d'un livre connu qui s'appelle « Entre scribes et écrivains » sur le champ littéraire égyptien contemporain. Et il est notamment le traducteur de l'écrivain Sonala Ibrahim, l'écrivain égyptien Sonala Ibrahim. Excusez-moi, je fais un petit réglage vidéo pour m'assurer que ça fonctionne. J'ai un petit peu de mal. Voilà, j'y suis. Alors, on a eu envie de parler de cet ouvrage parce que, à mon sens, c'est un ouvrage qui est remarquable à plus d'un titre. D'abord parce qu'il analyse un corpus culturel qui est extrêmement divers. Et en général, la plupart des ouvrages de ce type portent souvent sur le champ littéraire ou le champ audiovisuel ou musical, mais couvrent rarement un corpus aussi vaste qui est à la fois musical, littéraire, numérique, audiovisuel. Vous parlez des séries, vous parlez même de publicité. Et puis, il y a toute une analyse aussi sur les mèmes qui sont diffusés sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Ça, à mon sens, c'est le premier mérite de ce livre. Et le second, c'est surtout de porter sur une période. En fait, c'est d'être à cheval sur 4 grandes périodes politiques et de couvrir à la fois la période pré-révolutionnaire, révolutionnaire, la période transitoire pendant laquelle les frères musulmans ont été brièvement au pouvoir, et puis après celle du rétablissement autoritaire. Et donc là, on a effectivement un panorama extraordinaire sur un grand nombre de productions culturelles qui sont apparues sur l'ensemble de cette période, avec tout ce que ça implique de bouleversements politiques. Et brièvement, je dirais que c'est un livre qui fait un premier constat assez remarquable, c'est que la période de bouillonnement culturel à laquelle on a assisté en 2011, qui était extraordinaire et indéniable, en fait, elle se poursuit largement malgré le rétablissement, enfin l'établissement d'un autoritarisme qui est encore pire que celui qui l'a précédé. Donc, il y a d'abord un premier constat de vitalité et de fécondité de la culture populaire égyptienne qui est restée intacte malgré l'arrivée au pouvoir du général Sissi et tout ce que ça a impliqué de répression. Et le second constat, c'est aussi extraordinaire. En fait, vous mettez très bien en valeur le rôle qui a été joué par le moment révolutionnaire, en fait, dans le champ culturel. Donc, on voit très bien, en lisant ce livre, que non seulement la Révolution est devenue un véritable topos dans un certain nombre de champs culturels, qui est comme une sorte de lieu en fait qui serait pas vraiment contourné, y compris aujourd'hui, par les artistes. Et vous montrez aussi que la Révolution et 2011, c'est un moment de bouleversement en fait des hiérarchies culturelles qui dominent les différents champs, notamment le rapport à la littérature populaire, à la langue, au point que certains auteurs du livre parlent même de rupture épistémologique. Et enfin, on voit bien que le champ, enfin ça c'est une question sur laquelle moi j'aimerais beaucoup t'entendre et sur laquelle on reviendra, mais on a le sentiment à vous lire que
tout le champ de la production culturelle est devenu finalement un lieu où l'esprit de subversion et de révolte peut perdurer, alors même que politiquement, tout est fermé. Donc, pour commencer, une question toute simple qui reprend les termes de ton intervention. Vous avez choisi de parler de culture pop. Frédéric Lagrange explique dans l'introduction ce que c'est pour lui que la culture pop, qui est en fait un lieu de négociation des hégémonies culturelles, mais aussi un lieu très, très ambigu, où en fait, le rapport au mainstream est aussi complexe. Alors, ma question sera la suivante. La première, dans quelle mesure est-ce que la culture pop en Égypte aujourd'hui est-elle une culture de la subversion? Oui, merci Claire pour cette présentation qui a déjà bien engagé la discussion. J'ai pris quelques notes sur lesquelles, de choses sur lesquelles il faudrait que je revienne. Oui, alors, eh bien, le sous-titre, oui, c'est de culture pop en Égypte, c'est entre mainstream commercial et contestation. Et justement, la complexité du moment politique à laquelle tu as fait allusion, entre avant 2011, pendant la Révolution, les frères musulmans, la suite, rend les choses très, très complexes. Et les circulations entre ce qui peut être au départ subversif et à l'arrivée devenir mainstream et vice-versa. On a des circulations inverses du mainstream commercial qui, en fait, par exemple, le feuilleton télévisé, qui porte une charge subversive tout à fait inattendue pour une série télévisée qui habituellement conforte plutôt les schémas et les stéréotypes dominants. C'est la revue Bint Ismou Hazdet, c'est ça? Oui, voilà, par exemple, la version, donc l'adaptation télévisée du roman de Sonar Ibrahim, Z, qui est un moment assez exceptionnel de création d'un feuilleton télévisé très subversif, justement, et rendu possible, comme tu le signalais, rendu possible par le contexte de 2012-2013. D'ailleurs, les réalisatrices, la réalisatrice et la scénariste, dans une interview, le disent à un moment donné, on n'aurait pas pu produire et diffuser ce film, sans doute ni avant ni après 2000. Il a été diffusé pendant le Ramadan 2013, c'est-à-dire juillet 2013. Donc, Juste au moment de l'arrivée au pouvoir de Sisi, en fait. voilà, c'est ça. Ouais. Inversement, où on a dans le domaine de la musique l'article de Nicolas Puig sur la musique du Mahragan montre comment cette musique qui est née tout à fait à la marge de ce qu'on appelle la culture pop, dans le sens de culture de masse, hein, puisque au départ, il s'agit d'une musique qui est diffusée produite et diffusée par des DJ très, très locaux dans des fêtes de mariage, dans des noces, et qui prend une charge subversive quand elle reste très, très locale, et puis qui va être un peu récupérée en quelque sorte quand les auteurs les plus connus de cette musique, les représentants les plus connus de cette musique sont popularisés, médiatisés par
des voix comme le cinéma, les films produits par la compagnie Sopki, par exemple, qui va amener les vedettes les plus connues de Marlagan à produire un discours musical, sinon aseptisé, du moins beaucoup plus acceptable par la culture de masse dominante. Oui, alors dans le cas du Mahlagan, l'article de Nicolas Puig, effectivement, il est génial parce qu'il montre aussi comment le Mahlagan, par son succès finalement de diffusion, redonne une forme de noblesse à une culture musicale ultra populaire qui est souvent dénigrée, parce que finalement, elle devient représentative et emblématique d'un esprit oppositionnel, subversif, etc. Donc, ça c'est très marquant. Et il y a aussi un exemple dans le livre qui est extrêmement drôle, qui est apporté par Frédéric Lagrange dans son étude sur les publicités pour la bière sans alcool Birel, où en fait, on se rend compte aussi de la place que prend tout l'imaginaire révolutionnaire dans des champs, même comme celui de la publicité, où en fait, c'est comme s'il devenait incontournable, puisque même pour parler d'une bière sans alcool, les types mettent en place tout un dispositif humoristique qui, en fait, questionne les difficultés, enfin, tous les troubles de genre qui sont nés du moment révolutionnaire, en fait. Ça, c'est absolument extraordinaire. Ouais, alors cette publicité, en plus, elle est d'autant plus passionnante que, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur la succession de moments, qu'elle s'étale sur 10 ans. Elle commence avant la Révolution, elle continue pendant, et en fait, ce que Frédéric suit, c'est les 10 ans de publicité de 2007 à 2017 de cette publicité, basée où chaque année, elle reprend le même slogan, Estargel, Eshrab Birel. Estargel, donc soit un homme, Eshrab Birel, bois Birel, la Birel étant la bière sans alcool. Alors évidemment, comme le dit Frédéric, la publicité pour les bières alcoolisées est interdite, mais la société qui commercialise les bières à la fois alcoolisées et non alcoolisées étant la même, on peut évidemment penser que derrière, sous couvert de publicité pour une bière sans alcool, on fait de la publicité pour la bière alcoolisée. Et d'autant plus avec ce slogan « Sois un homme ». Oui, et ce qui est très très drôle aussi, c'est que du coup, l'observation de Frédéric Lagrange sur ces 10 ans de campagne publicitaire, ça équivaut à enfin, c'est comme, on a l'impression que ces campagnes portent un propos politique qui sont comme une analyse du moment, où on voit avec une évolution très très marquante, où au début, il est question de comment rester un vrai mec, même si on ne participe pas aux manifestations, par exemple. Et puis, comment rester un vrai mec quand sa femme a pris le pouvoir à la maison parce qu'elles n'en peuvent plus de retrouver une place politique. Et puis, à la fin, 30 ans de désolation. De toute façon, tout ça pour rien. C'est toujours pas possible d'être un vrai mec en Égypte, c'est la loose, etc. Donc, on sent bien à quel point, effectivement, le moment révolutionnaire a eu un impact extraordinaire jusque dans l'univers de la pub. C'est vraiment frappant. Alors, justement, à ce propos-là, il y a une citation que j'ai trouvée intéressante de May Telmisani, je crois, page 344. Elle dit « L'esprit révolutionnaire est devenu omniprésent dans la culture égyptienne d'aujourd'hui ». Est-ce que c'est un constat que tu partages et qui, d'après toi, s'applique à l'ensemble du champ culturel? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, cet esprit révolutionnaire, il persiste dans le champ culturel, alors même qu'il est absent, au point qu'on pourrait dire, par exemple, finalement, que
que l'esprit d'opposition qui est totalement muselé sur la scène politique, on le retrouve aujourd'hui quand même malgré tout encore chez les artistes? C'est un peu une constante de l'histoire politique et culturelle de l'Égypte moderne. Moi, quand j'ai analysé ça dans la longue durée à propos des écrivains, j'ai fait ce constat. Enfin, le premier moment historique sur lequel j'ai fait ce constat, ça a été sur l'après-guerre 45, les années 45-50, et comment à ce moment-là, tout un tas de groupes d'obédience marxiste, schématiquement, publiaient des revues prétendument culturelles, mais en fait faisaient de la politique. Et après, sous Nasser, évidemment, ça a été Nasser fermant le jeu politique, empêchant l'expression des différences politiques. Les intellectuels qui ne pouvaient pas investir le champ politique se rabattaient sur l'expression culturelle, les débats culturels, la critique cinématographique, littéraire, la création littéraire, etc. Et pour le dire en paraphrasant, en imitant la formule de Clausewitz, la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, ou la guerre, la continuation de la politique par d'autres moyens. En Égypte, la culture, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Quand on ne peut plus faire de politique, on investit le champ culturel. Et je pense que ça reste... c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que l'expression politique est muselée, comme on le sait. Mais alors là, tu me tends une perche énorme que je ne peux pas ne pas saisir. Comme en plus, tu as beaucoup traduit Sonala Ibrahim, là, justement, la série télévisée qui est analysée par Teresa Pepe, qui est basée sur un de ses romans et qui le transpose en transformant les enjeux. En fait, elle métamorphose totalement les enjeux qui sont ceux du roman initiaux, la scénariste dont parle Teresa Pepe. Sonala Ibrahim, c'est quelqu'un dont on sait qu'il il est toujours, je crois, enfin, en tout cas, il a pris position très explicitement en faveur de l'armée et du régime militaire depuis 2013. Comment est-ce que tu perçois justement ce fossé en quelque sorte générationnel entre l'auteur du roman et la scénariste qui adapte ce texte aujourd'hui pour la télévision? Euh, enfin, petite précision quand même, enfin, Sonal Ibrahim, au moment de 2013, il fait partie des gens qui initient dans le milieu culturel le mouvement de protestation contre les frères musulmans et les intentions qu'on prête à ce moment-là aux frères musulmans d'islamiser la culture et de poser un ensemble de règles de censure, etc. Ils occupent le ministère de la Culture à ce moment-là. Et à la suite de ça, effectivement, lui et beaucoup d'écrivains, d'intellectuels, particulièrement des générations anciennes, soutiennent l'intervention de l'armée et la reprise en main du général puis Y maréchal compris Foch. Alaa El Aswani à l'époque, même lui. Parallèle à Aswani, mais Sonal Ibrahim, comme Aswani, hein, d'ailleurs, il a assez rapidement, il s'est mis en retrait. Alors Alaa Aswani a essayé après avoir soutenu Sisi, a essayé de s'exprimer, d'exprimer ses réserves et ses critiques. À ce moment-là, il a perdu son accès aux tribunes médiatiques qu'il voulait, et puis finalement, il s'est exilé. Sonal Ibrahim, il n'a pas exprimé son opposition de la même façon, il s'est mis en retrait et il a choisi le silence. Mais il y a longtemps qu'il a pris enfin, il ne dit plus absolument rien en soutien au régime actuel. Oui, d'accord.
je ne sais pas à quel moment précisément, ça serait sans doute courant 2014, je crois il y a eu une initiative de pétition demandant, je sais plus précisément ce qui s'était passé, mais enfin en tout cas, il n'est plus, on ne peut plus dire qu'il soutient, même s'il a soutenu le coup d'État de 2013, on ne peut plus dire que Oui, c'est ça. donc pour toi, en fait, son soutien à Sisi à l'époque, tu l'interprètes clairement contre une réaction anti-islamiste. Ça a toujours été la position dominante dans les milieux culturels, euh, et en particulier dans les milieux culturels de gauche, communistes, Oui, marxistes, mais y etc. compris les milieux qui avaient déjà eu affaire à la dictature et donc à la répression. C'est ça qui est étonnant, en fait. Donc, oui, en fait, leur hostilité vis-à-vis des frères, ou en tout cas leur crainte vis-à-vis des frères, primait sur Ouais, leur crainte d'une répression militaire. Et ça, c'est vrai que c'est assez remarquable. Ouais. ouais. Et enfin, c'est sans doute, je sais pas, tu dirais que c'est typiquement égyptien. En tout cas, c'est très marqué par l'histoire de l'Égypte, effectivement. Moi, je pense que ça a à faire avec leur vécu, leur histoire, ce qu'ils ont vécu dans les années 50 et 60 et comment euh, ils ont l'analyse qu'ils ont faite à ce moment-là sur ce qu'étaient les frères musulmans et tout. Et ils n'ont pas changé de logiciel ensuite. Euh, ce qui est très, très frappant, comme tu as pu le signaler, le constater, c'est en Égypte, c'est la différence générationnelle et, et comment ces positions politiques sont très communes à des générations et différentes d'une génération à l'autre. Hein, comme si c'était ce qui vraiment déterminait la position de quelqu'un pendant toute sa vie, c'était la manière dont il s'est construit à un moment donné, soit dans les années 50, 60, soit dans les années 2000 pour les plus jeunes. Et c'est aussi ce qu'on voit maintenant dans ces productions, ce parcours qu'on fait dans ce livre. Ce qui me paraît intéressant, c'est au-delà des différences que tu as soulignées entre des productions culturelles d'avant la Révolution, de pendant la Révolution et d'après, on pourrait tout aussi bien souligner la grande continuité qu'il y a et la grande unité qu'il y a dans des productions culturelles de nouvelles générations qui émergent à partir des années 2000-2005 et qui produisent jusqu'à maintenant. Et on retrouve le Mahragan, typiquement le Mahragan commence avant la Révolution, il continue pendant et jusqu'à maintenant. Et le logiciel, si on veut l'appeler comme ça, des auteurs-compositeurs de cette musique, il est constant. Après, les choses varient en fonction de la marge de liberté et des possibilités offertes par telle période et par tel média et conditions de diffusion. Mais la vision du monde qu'il diffuse, les valeurs qu'il diffuse, l'esthétique qui est la leur, elle est constante, elle est fixée dès le départ et elle est constante jusqu'à maintenant, il me semble. Oui. Mais c'est vrai que ce qui est fascinant avec le Mahragan, c'est que c'est une musique qui a gagné des lettres de noblesse, enfin, qui est aujourd'hui diffusée dans des mariages ultra chics et très loin de ses lieux d'origine. Et c'est en ce sens que voilà, ce qu'on peut se demander, c'est si c'est quand même le moment révolutionnaire qui a aussi énormément popularisé cette musique. Et ça pousse à se demander si précisément ce bouleversement n'a pas été porteur au fond d'une revalorisation, enfin d'une valorisation de culture ultra populaire.
qui étaient quand même en marge avant. Alors qu'aujourd'hui, le Mahalagan, c'est quelque chose qui dépasse de loin et les quartiers populaires et Bien sûr. donc ouais, c'est extraordinaire. Alors toi, tu as écrit un article qui porte plus précisément sur un écrivain qui s'appelle Ahmad Mourad, que tu peux peut-être présenter parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Et c'est l'occasion pour toi d'une réflexion sur justement le statut de l'écrivain, qui est quelque chose, enfin une idée avec laquelle tu es familier. Et tu montres justement en quoi cet écrivain-là modifie, sans être pour autant quelqu'un qui a ni participé publiquement à la Révolution, ni qui en a porté explicitement les valeurs en public, et quelqu'un qui participe d'un mouvement de modification profonde, de perception de ce que c'est qu'un écrivain et de son image. Est-ce que tu veux nous présenter justement tes réflexions là-dessus? Oui, alors, ce qui est, pour faire une transition avec la musique, ce qui est assez intéressant à voir, en fonction des domaines, des modes d'expression, le cinéma, la musique, la littérature, les arts plastiques éventuellement. Ce qui est intéressant à voir, c'est comment cette catégorie de populaire ou de pop, qu'on a choisi d'appeler pop pour dire autre chose que populaire, qui est un terme qui est insatisfaisant pour des tas de raisons. Mais je ne reviens pas là-dessus. Mais ce qui est intéressant à voir, en fonction des domaines, c'est comment, d'un moment à l'autre, d'un milieu à l'autre, les classifications, les catégorisations évoluent. C'est-à-dire que, par exemple, comme tu dis à propos du Maharagan, une musique qui au départ est extrêmement dévaluée, dévalorisée, acquiert en quelque sorte cette lettre de noblesse et rentre dans une sorte de mainstream. De la même façon, ou de manière un peu différente, Frédéric Lagrange rappelle dans l'introduction comment, quand Kalsoum introduit dans les années 60 des arrangements avec des instruments électriques, des orgues et des guitares électriques dans ses chansons de l'époque, et comment c'est perçu par les gardiens du temple de la musique savante arabe comme un scandale absolu et une forme de vulgarisation de sa musique. Et alors qu'aujourd'hui, 30 ou 40 ans, plus 50 ans après, ces chansons sont rentrées dans le canon de la grande musique arabe. Ou même quelqu'un comme Ahmed Adawiya, qui est la caricature du chanteur pop populaire décrié au moment où il apparaît dans les années 70, et aujourd'hui complètement admis comme faisant partie d'une musique légitime, respectable, populaire égyptienne. Et c'est intéressant de voir comment ces catégories évoluent. Le canon, ce qui est admis dans la culture légitime, pour utiliser la catégorisation, la formulation de Pierre Bourdieu, que j'utilise beaucoup, ce qui est admis dans la culture légitime est assez variable finalement selon les périodes. Alors, s'agissant de la littérature, pour répondre à ta question à propos de Ahmed Mourad, la littérature, c'est peut-être justement le domaine où les choses bougent le moins ou le plus difficilement, où les gardiens du temple de la littérature légitime sont les mieux accrochés à leurs prérogatives et parviennent à les imposer. Et l'espace de la littérature légitime est relativement restreint par rapport à des masses en Égypte, des masses d'écrits, de fiction ou autres, de genres littéraires très très variés,
qui sont lus beaucoup plus largement que les grands écrivains reconnus, hein, comme partout, comme en France, on lit plus Guillaume Musso que Pierre Michon ou Marguerite Duras, hein, c'est pas une surprise. Donc, en Égypte aussi, il y a cette littérature. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'a intéressé en me penchant sur cet écrivain, c'est que parce que aussi dans le milieu arabisant, traditionnellement, on a beaucoup eu tendance à reproduire les catégorisations du champ littéraire égyptien ou arabe, ailleurs c'est pareil, hein, et à ne s'intéresser qu'aux écrivains légitimes. Ce qui est assez amusant d'ailleurs parce que souvent les écrivains égyptiens et ailleurs dans le monde arabe, on dit aux arabisants, on dit aux traducteurs, on dit aux éditeurs que c'est vous qui faites les réputations à l'étranger, c'est vous qui décernez des prix Nobel et autres, etc. Et c'est vous qui à l'étranger, formez le canon littéraire arabe par les traductions, les prix que vous donnez, etc. Et en fait, en réalité, quand on voit comment les choses fonctionnent de l'intérieur, on peut dire que c'est bien davantage l'inverse, que nous, arabisants, traducteurs, éditeurs, etc., on a bien plus tendance que les écrivains arabes se l'imaginent, à reproduire le canon local et à considérer comme de vrais écrivains légitimes ceux que le champ littéraire local considère comme tel. Et là, ce qui change un peu avec les années 2000 et un personnage comme Ahmed Mourad, c'est que ces frontières sont entre littérature légitime et littérature populaire commerciale de grande consommation. Ces frontières, elles sont brouillées par l'émergence de toute une série d'écrivains qui se revendiquent comme écrivains légitimes et veulent leur place dans le champ légitime et en même temps sont très populaires. Alel Aswani, Youssef Zidane, pour l'auteur de Razazi, qui a des prix. Et puis, arrive par exemple Ahmed Mourad à ce moment-là aussi, avant la Révolution. Alors là aussi, quelqu'un qui commence à écrire avant la Révolution, pendant et qui continue maintenant. Et dans des genres littéraires qui sont peu reconnus traditionnellement en Égypte, que peu investis par les grands écrivains, romans policiers. Ces deux premiers romans sont des policiers. Ensuite, un espèce de thriller psychologique à la version arabe de Stephen King, hein, je dirais, l'éléphant bleu, le fil hasard. Et puis ensuite, il passe à un roman historique, à la science-fiction. Son roman historique est sa seule incursion dans un genre un peu consacré, d'ailleurs. Mais sinon, voilà, il écrit dans des genres peu reconnus. Et très très vite, il devient il est sans doute, alors peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas jusqu'à il y a 2-3 ans, en tout cas certainement, il a été l'écrivain le plus lu, le plus connu, le plus populaire en Égypte, celui qui vend le plus de livres, qui est le plus lu. On ne peut pas le mesurer très objectivement parce que le marché de l'édition en Égypte est complètement opaque. On n'a aucun chiffre fiable sur les ventes, la diffusion des livres. Mais bon, il y a tout un tas d'indicateurs que je développe dans l'article qui permettent de dire que c'était certainement l'écrivain qui, pendant
5, 6, 7 ans, là, la première moitié de la décennie qui s'écoule, a vendu le plus de livres en Égypte. Et en recourant aussi, en organisant, c'est ça qui m'a intéressé dans son profil, parce que c'est de voir comment il a construit sa carrière d'écrivain vraiment comme un entrepreneur culturel, plutôt que comme un écrivain traditionnel. Oui. D'ailleurs, il y a une photo dans le livre qui est assez significative que tu peux Oui, je peut-être. peux vous la montrer. Euh, voilà, voilà, Ahmed Mourad. Euh, une photo où on a l'impression il se joue des codes de la représentation habituelle de l'écrivain égyptien légitime, hein, comme je dis, comme ailleurs, hein, qui se représente plutôt d'habitude assis à son bureau en train d'écrire, alors que lui, il est en train de feuilleter un livre, même pas de le lire, il le feuillette comme, on dirait qu'il feuillette un jeu de cartes, comme si c'était un joueur de poker. Derrière, on a l'habitude de voir des rayons de bibliothèque. Ici, derrière, on a un fond vert Très vide. pop, un peu pop, ouais, un peu. L'écrivain ordinaire, il a plutôt un système pileux développé, il va avoir des cheveux plutôt longs, il va être plutôt barbu. Lui, il se présente voilà, comme ça, cheveux ras, puis avec cravate, etc. Et on a ouais. Vas-y. Pardon? Non, je disais, on a quand même l'impression qu'il y a, depuis 2011, en fait, deux grands blocs, enfin, de grandes tendances d'écrivains, avec des écrivains un peu ultra populaires comme Ahmed Mourad et Alaa Aswany qui semblent un peu inoxydables au niveau du style, au niveau des idées. Enfin, on a l'impression qu'ils peuvent tout traverser. Et il y a eu tout un moment d'effervescence ultra alternative autour d'écrivains plus, disons, représentatifs du mouvement révolutionnaire. Je pense à des gens comme Ahmed Nagui, Naël Tourri, etc. Et justement, et qui sont engagés dans un travail littéraire moins mainstream, quoi, moins populaire. Et je me demandais est-ce que ces profils-là étaient devenus aujourd'hui, parce que c'est des gens qu'on voyait pas mal sur la scène culturelle entre 2011, même avant 2011 et 2013. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que c'est des gens qui finalement ont plus de public en Égypte ou pas du tout? Ahmed Nagui, Naël Tourri, Mohamed Rabia, des gens comme ça. Oui. Euh, ben, pour ce que je peux en suivre, ils écrivent toujours, ils publient toujours. Ils, bon, j'ai pas tout lu, je suis pas très à jour des publications, des dernières publications des uns et des autres, mais pour ce que j'en sais, ils sortent un peu de la veine dystopique et qui a été très très marquante dans les premières années post-révolution, qui est liée à sans doute. Enfin, ça avait commencé avant d'ailleurs. Misal Karantina, les femmes de Karantina de Naël Tourri, c'était avant la Révolution. Il l'a écrit avant la Révolution. Mais d'autres dont on parlait, Ahmed Nagui, Mohamed Rabia, ils ont écrit Rotared, Istikhdam al-Haya après la Révolution. Et il y a eu ce moment de très très grande désillusion, déception qui a sans doute alimenté ce courant dystopique. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu sortis de ça, mais ils écrivent toujours. Après,
le problème alors, ça c'est quelque chose qui apparaît très très peu, enfin si un petit peu dans le livre, c'est la question de qui, et de ce qui est produit maintenant en Égypte et de ce qui se produit par des artistes, musiciens, écrivains, etc., égyptiens, de l'étranger, et qui circulent, tout en circulant aussi en Égypte et dans l'univers arabe. Oui, alors justement, avant de voir s'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas à envoyer les questions sur le Q&A, la rubrique Q&A, on va les prendre après. J'ai une question justement sur la centralité de l'Égypte sur la scène régionale, parce qu'on voit bien dans le livre qu'il y a un bouillonnement, une effervescence dans tous les domaines. D'ailleurs, il y a même des domaines comme les graffitis qui ne sont pas couverts par cette étude-là, mais qui méritent une étude Mais à part la couverture. Ouais, par la couverture. Et puis en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une documentation folle sur ça. Euh, donc voilà, on sait que l'Égypte a été un acteur majeur de la scène culturelle arabe pendant des décennies. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui justement? Est-ce que cette production culturelle-là, qui reste très vivace, très vivante, elle s'exporte? Est-ce qu'elle est toujours de premier plan? Est-ce qu'elle est concurrencée par l'émergence, enfin par d'autres scènes culturelles qui sont plus dynamiques? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Égypte est toujours un peu un centre culturel dans le monde arabe? Moi, je partirais du domaine que... C'est amusant parce que moi, si je pars du domaine que je connais le mieux, que je travaille le mieux, qui est celui de la littérature, et que Frédéric Lagrange part de celui sur lequel il a le plus travaillé, qui est celui de la musique, et on ferait les mêmes constatations. C'est-à-dire que la l'Égypte a été en position ultra dominante pendant une bonne partie du XXe siècle, grâce à... Bon, il y a eu tout l'acquis de la Narda, de la position centrale du Caire comme pôle de production d'une culture de masse à partir de l'entre-deux-guerres et jusqu'aux années 50, et position renforcée par qu'on peut appeler le soft power nassérien qui a donné les moyens à cette culture de s'exporter davantage aussi en jouant sur l'image favorable de Nasser dans le monde arabe dans les années 50 et 60. Et donc, jusqu'aux années 70, et ça vaut aussi bien pour la musique que pour le cinéma que pour la littérature, il y a cette position ultra dominante de l'Égypte. À partir des années 70-80, ce qu'on voit, c'est que partout ailleurs, au Maghreb, en Irak, et puis plus tardivement dans la péninsule arabique, se mettent en place des industries culturelles nationales, que ce soit au niveau de l'édition, au niveau de la production télévisée avec le feuilleton syrien, et puis les productions du Golfe, que ce soit au niveau de la chanson, de la musique aussi. Et on arrive effectivement à un moment où l'Égypte paraît très concurrencée, mais en même temps reste, il me semble, alors, la différence avec avant, c'est que c'est plus une position de monopole quasi, d'ultra hégémonie, mais que ça reste une position centrale. Mais c'est une position centrale. Je pense que l'Égypte, ce que le résultat des analyses de ce livre montre aussi, c'est encore cette centralité de l'Égypte, mais qui n'est plus une centralité ultra dominante, mais avec
un environnement qui est beaucoup plus créatif. Oui, d'ailleurs. Il me semble que, de ce point de vue, la révolution, l'épisode révolutionnaire 2011-2013 a été un moment qui a aidé, qui a permis à l'Égypte de réaffirmer ou de se repositionner dans cette position centrale, peut-être à un moment où elle pouvait être davantage contestée. Alors, est-ce que maintenant, avec ce qui se passe depuis 2013, est-ce que l'effet est probablement, très probablement même, je dirais, négatif sur l'Égypte? Ce retour, ce regain de centralité qu'il y a eu pour la culture égyptienne à la faveur de l'épisode révolutionnaire, il est probablement un petit peu remis en cause maintenant par les contraintes que le politique met sur la production culturelle en Égypte. Mais à voir ce qu'il en est, parce que d'un autre côté, ce qui est aussi l'acquis de la période contemporaine et avec les bouleversements technologiques permis par le numérique, etc., c'est que les frontières nationales sont beaucoup moins opérantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Et les productions circulent beaucoup. Alors, on a une question justement sur le numérique, mais pour revenir à ce que tu disais sur finalement la centralité qui perdure de l'Égypte sur la scène culturelle, tu cites notamment enfin, tu fais un relevé des auteurs arabes dans ton article, des auteurs arabes les plus lus sur Goodreads au 6 janvier 2019. Et on se rend compte que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur 9 auteurs les plus lus, il y en a 6 qui sont égyptiens. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, je recommande d'ailleurs ces tableaux, ils sont intéressants. Alors, je vais commencer à prendre les questions. Alors, une première question. Alors, comment les réseaux sociaux influent-ils sur la production culturelle en Égypte? Mais alors là, j'invite la personne qui pose la question à lire deux contributions en particulier, la mienne et celle de Shihab El-Khashab. La mienne pour voir comment justement les réseaux sociaux, comment un écrivain qui s'adresse à un public plutôt jeune et aussi majoritairement féminin sans doute, parce que en Égypte, enfin, partout dans le monde, les femmes lisent plus que les hommes, mais probablement encore plus en Égypte. Et comment il utilise les réseaux sociaux pour construire son image, pour promouvoir ses livres, etc. Et Goodreads, enfin, les réseaux sociaux étant d'abord Facebook, et puis Twitter, beaucoup moins, surtout Facebook. Mais aussi Goodreads. Goodreads, c'est un réseau social de lecteurs où les écrivains construisent aussi leur image et entretiennent leur image et construisent leur diffusion. Et l'article de Shihab El-Khashab sur les mêmes, sur les mêmes Internet, hein, les mêmes M avec accent grave, pardon. Et sur donc l'humour sur les réseaux sociaux, qui est vraiment une illustration de comment se construit une culture dans les réseaux sociaux proprement dit. Et pour commenter sur la question de l'humour, on sent bien en parcourant votre ouvrage que l'humour joue un rôle essentiel justement dans tous les mécanismes de contournement qui permettent précisément d'être dans la subversion sans être dans la frontalité politique en fait. Et donc il y a énormément de choses aussi qui peuvent continuer à se dire ou en tout cas à s'évoquer
de cette manière-là. Alors, une autre question, une nouvelle génération, alors une question sur la BD. Une nouvelle génération de BD arabes commence à émerger dans différents pays, dont l'Égypte. On pense à Dina Mohamed avec son héroïne qui revisite les codes du roman graphique Qahira. Quelle est la place réelle de la BD dans le paysage culturel égyptien? Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas traité dans ce livre. Euh, la BD, c'est quelque chose de très neuf hein, dans les productions culturelles arabes. Un petit peu plus, un petit peu plus au Liban qu'en Égypte, hein, parce que traditionnellement aussi les innovations, les avant-gardes, souvent, beaucoup de choses passent par Beyrouth avant d'arriver au Caire. Et donc là, j'ai pas sur la place de la BD. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que pour le moment, ça reste encore très très peu, très marginal comme diffusion, à ma connaissance. Ouais. Pareil, c'est quelque chose qui a été assez présent dans le paysage activiste 2011, post-2011, et qui, au fond, est quand même, reste quand même. Après, il faudrait voir sur quelle diffusion numérique il y a aussi, parce que toujours pareil, sur le livre, il y a la diffusion du livre papier qui est toujours assez peu développée, et puis il y a la diffusion par Internet, par fichier PDF qui est illégal évidemment, mais qui est très très développé. Enfin, illégal en général, mais que parfois les auteurs eux-mêmes encouragent. Euh, donc, j'ai téléchargé il y a quelques jours une BD, enfin, BD égyptienne d'ailleurs, justement, pas de l'auteur dont vous parlez. Mais, Ouais, et en fait, c'est un phénomène qui empêche de prendre la mesure vraiment de des chiffres liés à la diffusion des œuvres, en fait. complètement, ouais. Alors, on a une question sur la jeunesse et les tentatives de récupération. Est-ce que la culture populaire est essentiellement une culture de la jeunesse et y a-t-il eu des tentatives de récupération de cette culture par les forces politiques en place? Euh, Là, d'une manière générale, ce qui est analysé dans ce livre, c'est une culture pop au sens d'une culture de masse, d'une culture de la consommation euh, entre mainstream commercial et constellation, parce qu'il y a des circulations entre les deux, mais qui effectivement s'adresse est produite et consommée majoritairement par des couches plutôt jeunes, des générations plutôt jeunes, c'est vrai. Donc il y a une correspondance entre culture pop et Jeunesse. jeune génération. Oui, ouais. Alors, une question de Kansas et Frioui que tu connais. Y a-t-il une sensibilisation des gens de la part des professionnels sur la question du piratage, notamment dans le domaine du livre? Est-ce que qu'est-ce que font les professionnels pour sensibiliser le public au piratage numérique? Alors là, je suis bien incapable de répondre. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils font et s'ils font quelque chose, mais pour le moment, ça marche pas. Parce que pour le moment, ce qu'on Le voit, c'est perdu de que vente? les livres qui continuent d'être accessibles par PDF, pratiquement quand c'est un auteur attendu. Euh, une semaine après la sortie du livre papier, vous avez le livre PDF.
je l'ai constaté sur le cas d'Ahmed Mourad, dans le dernier roman que j'ai analysé dans le papier. Au moment où il est sorti, je n'étais pas en Égypte et c'était compliqué de l'avoir, mais en 3 jours, je l'avais en PDF. Alors, Kenza te relance, elle te demande, est-ce que c'est une manière de créer un lectorat malgré tout? Ah oui, certainement, oui, je pense. Oui. C'est en fait une manière de lutter contre le désespoir d'avoir peu de lecteurs, en tout cas. Mais après, je pense que c'est comme il y a, c'est un peu comme dans la musique chez nous, c'est-à-dire que euh, les musiciens se rabattent sur le concert parce qu'ils ne vendent plus de disques. Euh, les écrivains, bon, les écrivains sont obligés de vendre des livres, ils ne peuvent pas faire de concerts, mais ils ont quand même le moyen de faire connaître leur livre et d'imposer le produit livre en étant les VRP de leur propre livre. Alors, ce qui est tout à fait frappant à propos de ce qui s'est passé dans les 10 dernières années avec des gens comme Ahmed Mourad, c'est le phénomène des dédicaces, par exemple. Euh, c'est quelque chose qui n'existait pas simplement en Égypte jusqu'aux années 2000, qui a commencé à être utilisé par les librairies Diwan au moment de la sortie de, je pense que la première grosse dédicace, ça a été l'imam Yacoubian à Alaa Laswani qui dédicace son livre à la librairie Diwan à Zamalek en 2003-2004. Mais quelqu'un comme Ahmed Mourad, par exemple, a développé ça de façon euh, systématique avec des séances de dédicaces et des présentations de ses livres à l'opéra, dans le petit opéra du Caire, dans des grandes salles ou dans la salle, comment Culture Wheel à Zamalek, là, une Ah salle. oui, c'est ça. Voilà. Et donc, donc, on voit avec lui, donc on voit comment les écrivains créent un rapport direct avec le public et pour promouvoir le livre, qui est quelque chose de tout à fait nouveau en Égypte. Alors, on va prendre, je prends encore, ouais, il y a beaucoup de questions. On en prend encore 4 et c'est bon. Alors, qui sont les réalisateurs égyptiens qui influencent la culture pop aujourd'hui? Les années de gloire du cinéma égyptien et son influence sur le monde arabe sont-elles toujours d'actualité? Euh, Malheureusement, alors sur le cinéma, on a été mauvais là. Il y a rien sur le cinéma. Il n'y a pas d'article, il n'y a pas de recherche dans ce livre consacré au cinéma. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est à propos de mon écrivain toujours, Ahmed Mourad, qui, dès qu'il est devenu un peu connu, il a été, ses romans ont été adaptés au cinéma et lui-même est devenu Lui-même écrit les scénariste scénarios. et, euh, et de films qui ont été parmi les plus des gros succès des dernières années, notamment le film Azraq, l'éléphant bleu. Euh, et alors ce qui est intéressant de noter d'ailleurs, c'est que ça continue. Là, il y a quelque chose qui continue, qui est une vieille tradition égyptienne de lien entre le cinéma et la fiction, la littérature de fiction et une littérature de fiction grand public, une littérature de fiction facile. Un autre grand succès du cinéma ces dernières années, c'était euh, Hepta, un film sur enfin, sentimental, là, pas du tout le thriller Ahmed Mourad, plus une histoire sentimentale autour d'un professeur qui fait des cours sur l'amour et comment les différentes manières d'aimer, et qui était aussi une adaptation d'un roman à succès d'un jeune écrivain. Et donc là, vous voyez que ce lien cinéma
littérature continue. Et puis, d'un autre côté, aussi le lien cinéma et musique et chansons qu'on a vu aussi avec comment des chanteurs de Mark Lagan ont été intégrés dans des productions cinématographiques. Comment cette économie de la notoriété, donc notamment, je pense que c'est en relation avec les conférences de signature dont tu parlais tout à l'heure, comment cette économie de la notoriété peut-elle se maintenir avec les conséquences du Covid? Ah, alors là, je ne sais pas. Mais bon, en Égypte, il n'y a pas eu de Retourner au Caire confinement, récemment. hein. Il y a eu des couvre-feux, il y a eu des contraintes, mais bon, globalement, la situation a été, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, ils ont beaucoup moins, l'épidémie est beaucoup moins féroce qu'en Europe ou ailleurs en Égypte, hein. Donc, j'espère que je souhaite à nos amis égyptiens qu'ils puissent continuer. Bon, ils ne sont pas À se des réunir et à faire la fête. contraintes, hein, Une dernière question. Je suis désolée, je suis obligée d'arrêter les questions après. C'est une question qui te vient d'une compagnie de danse. Et, c'est qu'en est-il de la danse orientale, danse millénaire pourtant prohibée dans son pays d'origine? Elle n'est pas vraiment prohibée. non, non. C'est-à-dire il y a eu des procès. Ah oui, je vois pourquoi cette question. Il y a eu récemment quelques procès de filles qui sur TikTok qui ont été jugées, qui étaient un petit peu des chanteuses, danseuses, influenceuses. Ah oui, oui. Peut-être pour ça. Mais c'est pas lié, c'est pas une attaque contre la danse en particulier, il me semble. Non, je pense pas. Ah bon, après, la danse en Égypte, ça a toujours été, par rapport à la culture officielle dominante, ça a toujours été quelque chose d'un petit peu. La danseuse beaucoup plus que la comédienne ou la chanteuse, est perçue comme une femme qui est perdue du point de vue de la morale dominante. Mais en même temps, elle est admise parce qu'on a besoin d'elle, hein, parce qu'on a besoin de s'amuser avec elle. Mais il faut pas qu'elle dépasse certaines limites. Voilà, c'est ça peut-être à ça que fait allusion la personne qui pose la question du phénomène de prohibition, parce que, et puis, mais aussi, c'est un milieu où traditionnellement, transgresser ce qui est permis, les limites, ça a toujours été aussi une façon pour les entrants dans le milieu de se faire connaître aussi. Donc il y a ce jeu aussi de la transgression qui est un moyen d'accéder à une notoriété. Voilà ce que je peux en dire, hein. Voilà, alors on va arrêter pour les questions. Merci beaucoup Richard et je vous recommande vraiment la lecture de ce livre parce que vous pouvez beaucoup, beaucoup vous amuser. Il y a vraiment des choses très, 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 très drôles. On n'a pas pu revenir en détail sur les blagues et les traits d'humour qui sont vraiment chouettes. Et puis, il y a plein de choses aussi qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer sur la traduction télévisuelle, la traduction des séries et son rôle dans l'évolution de la langue, de la polyglossie, etc. C'est un livre extrêmement riche. On aimerait en lire plus souvent des comme ça. Donc voilà, je vous encourage. Il est chouette et on attend la suite puisque c'est quelque chose qui n'a pas de fin, n'est-ce pas? La suite, ça sera ailleurs peut-être qu'en Égypte aussi. Oui, oui, peut-être. Ok. On te suit de près, en tout cas, on vous suit alors. Merci Claire, merci au CAREP de cette invitation et merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui nous ont suivis pendant cette heure et encore désolé de ne pas avoir, on n'ait pas pu faire ça En présentiel, comme on en dit. présentiel comme on dit maintenant. N'est que partie remise. Merci Richard, merci à tous. Ah bah mais oui, non, c'est des gens qui nous disent merci. Merci Kenza, on était content de t'avoir avec nous Bonjour aujourd'hui. Kenza. On t'embrasse.
Bye. Ciao. Au revoir. Au revoir.